Bonsoir, je me présente, je suis Valérie Canal-Doucet, directrice adjointe clientèle, stratégie et médico-sociale, ici à l'EPSM depuis 5 mois déjà. Donc bonsoir à toutes et bonsoir à tous. C'est avec une immense joie et un très grand honneur que nous accueillons ce soir Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste. Nous inaugurons ce mardi 12 octobre 2021, ici après Montreuil, au siège de l'EPSM de santé mentale de l'Aisne, une antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital. Le prisme des humanités sur le soin, le regard des sciences humaines sur le soin, tout un programme, vous me direz. Les humanités, les sciences humaines s'invitent à l'hôpital pour penser le soin de manière holistique, en d'autres termes, de manière globale. Toute une série de conférences, à raison d'un séminaire mensuel, portera sur la thématique « Contention, soins, liberté ». Et nous sommes réunis ce soir pour échanger sur les enjeux de cette thématique. Dans ce cadre architectural majestueux, qui est le PSM de l'Aisne, implanté sur le site d'une ancienne abbaye qui vient de fêter ses 900 ans, nous avons l'audace, la curiosité, l'impertinence de questionner nos pratiques, du prendre soin, dans un contexte sociétal parsemé d'injonctions paradoxales, de contraintes budgétaires ou encore de modifications réglementaires. La chaire de philosophie à l'hôpital, c'est cela, et bien plus encore. C'est aussi la possibilité pour des professionnels d'accéder à des formations diplômantes. C'est aussi l'accueil de chercheurs, de doctorants. Et c'est aussi l'expérimentation de nouvelles pratiques et de nouveaux dispositifs pour la prise en soin des patients. Cette démarche, c'est surtout une conviction forte quant à la nécessité constante de maintenir et de développer l'humanisme dans le soin. Ce projet ambitieux qu'est notre chaire de philosophie à l'hôpital sera rayonné sur notre territoire axonné et participera, entre autres, de la déstigmatisation de la psychiatrie et de la santé mentale. Alors, mesdames et messieurs, ici, dans notre salle des fêtes, à l'EPSM, ou là-bas, derrière vos écrans, car oui, nous sommes en visioconférence, lançons-nous ensemble dans cette belle aventure et accueillons comme il se doit Cynthia Fleury. Je vous remercie. Oui. Bertrand Biffaut, bon, moi je sévis depuis pas mal d'années ici comme psychiatre et c'est un honneur aussi de recevoir Cynthia Fleury ce soir. Donc monsieur Barré m'a demandé de modérer, je suis rarement modéré, mais on fera avec les moyens du bord. Alors je vais sans tarder passer la parole à notre conférencière. Merci beaucoup. Pendant, oui, une quarantaine de minutes, 45 minutes maximum, j'espère. Et puis ensuite, discuter avec vous. Je vais revenir un tout petit peu, effectivement, sur la question de la chaire et de ce qu'elle va proposer. Et ensuite, ma conférence, elle va vraiment porter sur cette question, à l'opposé de la contention involontaire, comment explorer les pistes de la contenance, des fonctions phoriques, des enveloppes corporelles, comment les relier au principe d'individuation, voire de la vie institutionnelle, par la sollicitation notamment de la notion d'ambiance. Donc, je vais vraiment travailler sur le se contenant, et d'autres viendront, et on terminera d'ailleurs la fin de la présentation par un petit rappel des différentes sessions qui seront celles du séminaire et qui renverront aussi, bien sûr, à la question de la contention mécanique à proprement parler, et puis toutes les formes. Vous dire également ma joie, vraiment, parce que ça fait maintenant plusieurs mois qu'avec Laurent Barré et toutes les équipes, voilà, nous essayons de mettre en place cette antenne. C'est un travail au long cours, c'est un travail qui, certes, commence par ces séminaires, et puis vous allez voir d'autres, effectivement, tout ce qui a été posé, mais qui est à géométrie variable et surtout un outil parmi d'autres qui, j'espère, sera saisi par vous et qui démontrera son caractère opérationnel à tous les niveaux, bien sûr pour les patients, mais aussi pour les soignants. Donc effectivement, on l'a dit,
Et puis, vous avez des contacts plus privilégiés également, qui sont Charlie et Nicolas. Je vois même que Charlie a mis son portable. Je ne sais pas si c'est voulu, mais bon, donc ça veut dire qu'il est particulièrement disponible. Mais voilà, donc une antenne de la chaire à l'hôpital, ça renvoie effectivement à toutes ces questions qui ont été posées de sciences humaines. Et ça a été très bien dit en introduction, avec tout d'abord 3 grandes choses: le séminaire Contention, soins, liberté, ce qui pourrait se mettre en place ensuite sur nature, soins, patrimoine au travers d'un séminaire ou au travers d'un projet de recherche, et puis les questions de résidence de chercheurs, et puis la question des projets expérimentaux. Je passe ça, vous connaissez par cœur votre lieu. Je le laisse juste pour éventuellement voilà, ceux qui le connaissent, pas assez. Projet nature, soins et patrimoine. Juste aujourd'hui, le but demain, c'est de faire des états de l'art, c'est d'identifier des équipes qui pourraient porter ce projet jusqu'à un jardin thérapeutique, mais aussi jusqu'à la place de la nature dans la résilience de la santé. Chez nous, à la chaire, un chargé de mission avait pris, comment dire, ce premier sujet qui s'appelle Loïs Giraud, qui est un étudiant, un élève directeur d'hôpital à l'EHESP, qui va produire d'ailleurs un premier état de l'art, pas vraiment un état de l'art, plutôt une petite étude exploratoire pour gestion hospitalière qui va paraître là, ces prochaines semaines, je crois, puisqu'il est dans les bacs, et qui est en plus particulièrement prêt aussi à accompagner, je sais, le PSMD dans cette volonté éventuellement de travailler sur la question du soin et du milieu naturel, mais aussi de la question du patrimoine architectural. Donc ça, voilà, c'est un point qui est déjà enclenché. On a déjà des premières propositions, je crois, de résidence de chercheurs, de post-doc ou de doctorants, plutôt en séjour court, mais le but c'est effectivement d'incuber, de faire vivre voilà, la relation, je dirais, à cet hôpital un peu autrement, avec la recherche comme terrain, comme lieu de terrain important. Et on a également, vous savez, à la chaire, un lien privilégié avec une école qui est l'école Gusdorf à Paris, donc qui est collège et du collège jusqu'au lycée. Et on travaille avec eux, notamment aussi avec un projet collectif par des jeunes étudiants de Sciences Po. Et eux, sans doute, sont très demandeurs aussi de venir. Donc il n'y aura pas simplement des doctorants, des post-docs, il y aura aussi des jeunes gens pour qui la question de la santé mentale est une question qui les intéresse et qui veulent venir sur le terrain, sans doute avec, bien évidemment, leurs professeurs. Ici, juste voilà quelques noms déjà de ceux qui sont et qu'on ne remerciera jamais assez, parce que la chaire, c'est eux. Donc une organisation collaborative et inclusive avec un pilotage qui est certes avec la chaire, mais qui est surtout très très ancré localement, avec une quarantaine de personnels de l'EPSMD, et peut-être que Charlie tout à l'heure pourra en dire quelque chose s'il le désire. La mise en œuvre et le suivi des actions de formation, le pilotage et le suivi des actions nature, soins et patrimoine, déjà avec quelques-uns qui sont identifiés, et puis pareil sur les questions de résidence doctorale, mais qui sont, vous avez compris, des résidences un peu plus ouvertes, avec là aussi les équipes de direction. Alors on passe à notre sujet justement sur les enveloppes et sur la question de contenance. Moi, c'est plus spécifiquement ce que j'avais envie de voir avec vous. Ces notions, je vous ai par exemple mis une référence d'Albert Schittcon sur enveloppe psychique et fonction contenante, modèle et pratique, qui était paru il y a quelques années maintenant dans Cahiers de psychologie clinique, et qui faisait un peu une historiographie de cette notion-là de contenance. Alors bien sûr chez Case, fonction de l'enveloppe psychique, qui est une fonction de contenance. Anzieux, lui,
travaille avec toute une dialectique de contenant-conteneur. J'explique qu'est-ce que c'est que le topos et la cora. C'est tout simplement ce qui est quasiment à côté. La notion, en fait, de topos, c'est une notion aristotélicienne pour dire le lieu, mais le lieu au sens où le lieu est hermétiquement séparé et donc permet, voilà, je suis moi dans un lieu et je reste toujours moi d'une certaine manière. Et il y a une frontière irréductible entre le topos et le lieu, et puis il y a une fonction autre qui est plutôt qui est défendue notamment dans la République par Platon et qui est la cora. Et la cora, c'est au contraire la notion d'empreinte, la notion de matrice, le fait que nous sommes aussi bien évidemment imprégnés par notre lieu. Et c'est très important puisque c'est tout ce travail qu'on va chercher à voir jusqu'où la contenance est extérieure à nous, jusqu'où au contraire elle nous constitue en tant que sujet, jusqu'où un milieu institutionnel peut être décontenant au sens de toxique. C'est ça les enjeux et on y reviendra plus spécifiquement. Alors c'est bien sûr, vous savez ça mieux que moi, les questions de psychothérapie institutionnelle, mais pas que. 3 modèles justement sur ces questions de contenance, comment on se contient, ça a été posé par Houzel notamment. Alors on se contient en ne se contenant pas, donc par le modèle de la décharge, et vous savez, vous connaissez aujourd'hui, et on a vu, vous verrez dans, je ne sais plus si on a des verbatims, mais dans les travaux qu'on a menés notamment auprès du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, ce modèle-là de décharge, il revient souvent, et notamment avec les adolescents qui veulent crier, casser, tout ce qui, pour précisément se contenir, mais après ça. Donc c'est le business que vous connaissez peut-être d'ailleurs aujourd'hui, des Fury Rooms. Peut-être qu'un jour on en créera une ici, je ne sais pas, mais bon, voilà. Il y a bien évidemment le modèle dit de dévoilement et d'élaboration, de verbalisation, de symbolisation, qui est celui plus spécifiquement de la cure analytique, mais qui est de toute façon celui de tout transfert. Et puis, la question d'une contenance, où là, on rentre avec des systèmes de pression, d'enveloppe, et on va le voir. Anzieux qui, lui, rappelle que le moi, effectivement, la fonction même du moi est un moi peau. Donc là aussi, ça montre bien que cette enveloppe corporelle est bien plus que quelque chose qui est sur la surface et que, en fait, se saisit déjà là un principe d'individuation. C'est d'ailleurs la vérité chez Winnicott, on va y revenir un peu plus tard. Winnicott, c'est, on va y revenir, mais le holding, le handling et le fait précisément, voilà, c'est un petit peu plus bas. Ce que Winnicott pose comme l'élaboration imaginative, en l'occurrence de la mère, mais si vous vous souvenez, c'est la manière dont la mère présente le monde à l'enfant, de manière telle que l'enfant n'est pas surpris par le monde au sens d'un bouleversement, mais au contraire, croit que le monde, il peut attendre quelque chose de ce monde, et le monde l'attend aussi. Donc il y a une version comme ça, où par le soin, la mère prépare l'accueil du monde par l'enfant et l'accueil dans le monde de l'enfant. Et elle le fait, bien évidemment, par holding, handling, donc quelque chose qui est très, je dirais, simple, qui n'est pas du tout intellectualisé, mais elle le fait aussi par object presenting, c'est-à-dire la manière dont elle amène un monde, donc là, par les paroles, par des douceurs, par le sourire, donc à la fois du non-verbal, mais aussi du verbal. Donc tout ça, c'est bien évidemment de la fonction contenante. Bien sûr, on voit que la notion de fonction contenante, elle s'ouvre à la notion de famille
famille contenante ou famille qui n'est pas contenante. Il y a beaucoup d'états de l'art là-dessus, notamment sur les questions de famille, de schizophrénie, de schizophrène. Donc toute la question de l'appareil psychique familial, et puis la notion qu'on connaît bien en psychothérapie institutionnelle, d'enveloppe institutionnelle. On y reviendra un peu plus loin avec les notions de pathoplastie. Qu'est-ce que c'est que la pathoplastie? C'est tout simplement comment un milieu vient ou pas vient être pathogène, tout simplement. Et vous avez Oury, Toscaïès, avant eux, Hermann Simon, pour expliquer la toxicité éventuellement d'un milieu, et au contraire, comment une organisation, un protocole d'organisation peut constituer ou pas une enveloppe institutionnelle. Donc, on voit que, et un auteur aujourd'hui que vous connaissez peut-être, qui est Bégou, qui son livre ne s'appelle pas l'écophénoménalité, mais son livre s'appelle L'ambiance. Bon, l'ambiance, c'est très clairement cette notion finale de quelque chose qui est comment un lieu peut prendre soin d'eux. C'est aussi simple que ça, et ça se joue bien évidemment par la mise en place de rapports sociaux particuliers, mais aussi par des protocoles organisationnels particuliers, par le fait peut-être de faire des expérimentations, de mettre en fait l'agency, l'agentivité des parties prenantes en action, et notamment autour de sujets déterminants. Parce que c'est un des points absolument clés, c'est qu'on produit aussi de la contenance par la révélation du capacitaire des parties prenantes. Donc c'est aussi, voilà, les fonctions vraiment contenantes sont des fonctions capacitaires, au sens où elles produisent, alors pour un sujet, un principe d'individuation, mais pour un collectif, un empowerment en bon français, et en tout cas une visée de vérification de sa capacité, de son pouvoir d'agir. Bon. C'est également, voilà, je continue un peu les références, mais Big sur les fonctions contenantes de l'objet. Donc ça aussi, Dieu sait si la clinique des objets, on la connaît absolument en psychiatrie, psychanalyse, psychodynamique, etc. Plus métaphoriquement encore, ce sont les fonctions phoriques, donc phorique de portée, fonctions métaphoriques, fonctions symbolisantes. Là aussi, on a beaucoup d'états de l'art là-dessus. Didier Houzel donc considère, vous voyez, c'est des références assez proches de nous, considère la fonction contenante comme quoi ? Comme un processus de stabilisation des mouvances pulsionnelles et émotionnelles qui permet la création de formes psychiques douées de stabilité structurelle. Donc ça, c'est intéressant de voir que la notion qui est aussi intéressante dans contenance, c'est pas simplement une notion homéostasique de stabilisation ou une notion typique, c'est quelque chose d'une création d'une nouvelle forme psychique. Pour le coup, ça fait écho, si vous voulez, même si ce n'est pas posé chez Houzel, mais ça peut faire écho à ce qu'un Canguilhem peut dire sur le fait qu'en fait, le rapport à une maladie ou le rapport à la santé, c'est inventer une nouvelle norme de vie. Et donc, inventer une nouvelle norme de vie, c'est pas simplement être dans un système soit de répétition, soit de stabilisation, mais c'est au contraire véritablement faire surgir quelque chose. Et donc, la création de formes psychiques qui elles-mêmes seront douées de stabilité structurelle, c'est ce qui est posé. Bien sûr, dans la question de contenance, il y a beaucoup de travaux bien connus sur la clinique dite du bord. Alors c'est Buten & Co, avec la question de la contention des autistes dits explosifs ou des autistes qu'on trouve chez Francis Tustin dits chiffons, mous, ou tous ceux qui en fait ont un moi-peau qui véritablement vient traduire les difficultés d'un principe d'individuation.
Donc là, comment on produit des thérapies contenantes en fonction justement de ces mois peau qui ne sont pas au même endroit. Et puis là aussi, j'ai listé comment dire, dans la clinique d'I-du-Bord, les travaux de Buten sur tout ce qu'on appelle la momification avec le cas Haussmann, l'emballage et le désemballage. Alors, il y a au loin le packing avec toutes les controverses, hein, donc ça, mais là, pour le coup, on n'est pas encore c'est pas le packing, c'est encore autre chose de beaucoup plus informel qui est à la fois une combinatoire entre des gestes, des tissus, des jeux d'enveloppement où on travaille cette notion d'enveloppe et de désenveloppe, etc. Donc en somme, et puis vous voyez par exemple le cas Hakim où 2 personnes se pressent comme ça, et donc créent une pression, voilà, ou le massage compression, enfin il y a des multiples, c'est en prenant appui, entre guillemets, sur tout ce qui flirte avec la contenance qu'on a travaillé sur ce que je vais vous montrer ensuite. Alors, pas dans son intégralité, mais juste les deux points qui sont sortis au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, pour essayer justement d'inventer des protocoles de moindre recours, mettant en place, mettant en scène cette notion de contenance. Alors l'approche psychanalytique qu'on connaît également très bien, où la contenance joue une triple fonction de réceptacle par excitation et métabolisation. On l'a vu, là aussi, bon, je passe rapidement, on l'a déjà, comment dire, posé avec Winnicott, avec les fonctions phoriques, avec la clinique des objets transférentiels. C'est important, la clinique des objets transférentiels, vous verrez que sur un proto qu'on va vous montrer, on a aussi cette question de l'objet transférentiel. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de travailler sur un système portatif, et qui, à la fois pour des raisons de facilité, etc., mais portatif aussi parce qu'il y a une clinique de l'objet transférentiel possible à solliciter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un principe contenant portatif ? La question est ouverte. L'intérêt, si vous voulez, de ces expérimentations, c'est quoi? C'est de les penser avec les équipes. Et bien évidemment, quand je dis les équipes, c'est les patients, hein, tous les usagers, etc., qui viennent et qui participent à ces ateliers d'idéation, de co-conception. Mais c'est surtout de les tester. Et donc de vérifier très très rapidement, dans un moindre coût, si ça marche, si ça ne marche pas, quels sont les indicateurs, voilà, comment ça peut être opérationnel. Et c'est ça un proof of concept ou un proof of care. Bien sûr, on a repris, comment dire, toute la question du rôle controversé et de la contention mécanique. On a fait une historiographie des objets contenants. Je vous montrerai la publication à laquelle vous pouvez éventuellement vous référer si ça vous intéresse. Et par ailleurs, cet état de l'art est ouvert. Ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une première version, et puis la deuxième version qui va sortir là accueille toutes les retours positifs, négatifs de ceux qui veulent bien participer à cet état de l'art ouvert. Ça nous a paru absolument important de faire ça, et pour rendre beaucoup plus dynamique, encore une fois, ce travail. Et ça sortira là, et on continuera à, comment dire, à upgrader, si j'ose dire, cet état de l'art tous les 6 mois, tous les 4 mois, tous les 5 mois, je ne sais pas. Bon, ben, c'était aussi les travaux qu'on connaît bien de la squeeze machine de Temple Grandin, qui nous avait donné aussi cette idée au départ de se dire, mais tiens, est-ce que ça serait intéressant ou pas de réinventer un processus contenant, un prototype là-dessus? C'est aussi les travaux qu'on connaît bien aussi de toute la clinique du trauma. J'ai repris ici les travaux de Louis Croc, mais sur le PTSD et tout ce qui fait effraction. Donc l'enjeu, c'est une contenance qui va venir répondre à quoi?
éventuellement à ça, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir des reviviscences hallucinatoires, ceux qui peuvent être dans la rumination mentale. Donc pas simplement les questions de crise, on peut travailler sur quantité de sujets, la détresse, etc. Et c'est vrai que, en somme, c'est posé par Fenickel sur la névrose traumatique provoque un triple blocage des fonctions du moi, fonction de filtration de l'environnement, fonction de présence au monde, fonction libidinale d'amour et de relation à autrui. Voilà ce qui est atteint dans la clinique du trauma. Et donc, ces fonctions qui sont normalement orchestrées par le moi. Pourquoi je pose là, ici, cette notion? Parce que ça nous renvoie au moi-peau. Est-ce qu'en activant le moi-peau, est-ce qu'en travaillant sur la contenance de ce moi-peau, est-ce qu'on peut justement réaméliorer, réenclencher un peu une fonction de filtration de l'environnement qui est plus opérationnelle, une fonction de présence au monde qui est plus en place, etc. Et un investissement libidinal qui lui aussi se fait. C'était ça aussi, comment dire, les différents enjeux. Mais on peut pousser la notion d'enveloppe à quelque chose qui va même au-delà, c'est-à-dire que là, on va aller sur la cora très, très extensive. L'enveloppement extérieur. On peut considérer qu'un paysage, la marche, c'est-à-dire que le mouvement peut être un processus tenant. Et que le processus tenant, il peut travailler sur cette enveloppe. Elle travaille avec soit du cum, donc voilà, soit effectivement quelque chose qui est dedans, voilà, mais ça peut être du dehors, ça peut être du à travers. Et donc l'enjeu, c'est sans doute peut-être aussi demain d'avoir des protocoles combinés. C'est ce qu'on a fait à la chaire GHU, qu'on pose avec le patient et qui essaye, je dirais, d'avoir en fait toute une circulation, c'est-à-dire de penser un processus de contenance plutôt qu'un objet contenant, mais d'enclencher un cycle, d'enclencher différents temps, pour que justement la temporalité vienne aussi faire son travail de contenance, utiliser le temps un peu. Et donc enclencher cela, indépendamment du fait, bien sûr, d'avoir quelque chose d'un peu d'une carte, une carte un peu personnelle. En tout cas, il y a un des modèles qui véritablement est comme une espèce de menu particulier, de personnalisation, de tiens, quelle serait ma combinaison phorique que je pourrais mettre en place. Et en fait, on se rend compte qu'on est sur du combinatoire entre parfois un objet contenant, mais aussi des utilisations sensorielles multiples, qui peuvent faire leur travail de contenance. Ça peut passer par le goût, ça peut passer par éventuellement de la contenance de réalité virtuelle, ça peut passer par de la médiation corporelle. Et donc on cherche, et résultat, le temps nous est nécessaire pour dire c'est quoi cette combinatoire, comment elle va travailler selon les pathologies, comment elle va travailler selon les soignants qui sont dans le process, mais aussi selon bien évidemment les patients. Et puis aussi, c'est également les travaux qu'on connaît bien de psychiatrie phénoménologique, Bieswanger, qui lui aussi avait posé l'espace, la notion d'espace au sens thymique. Je cite Bieswanger, je propose le terme d'espace thymique dans la mesure où il est l'espace dans lequel séjourne le Dasein humain en tant qu'un Dasein thymique, dans la mesure où il est à chaque fois l'espace de notre disposition thymique et de notre être thymiquement disposé. Donc on a, comment on crée un nexus, une disposition, un ethos, par la consolidation très particulière d'un environnement. Il y a tous ceux qui travaillent aussi, vous verrez, on a fait ce petit état de l'art dans justement la note que vous trouverez sur les publications de la chaire, où on s'est interrogé sur l'immersif comme contenant,
Voilà, la notion d'immersif. Alors c'est bien sûr la virtual reality, donc la réalité virtuelle, mais c'est l'apnée. Vous avez beaucoup, calmons-nous, mais vous avez pas mal de travaux sur des immersions dans l'eau, qui travaillent avec cela. Bien sûr, les environnements acoustiques, donc des immersions par le son, beaucoup de travaux autour de ça, ou encore une fois par des environnements, des sollicitations, des stimulations sensorielles particuliers. Donc là, je vous ai renvoyé juste, je faisais une référence à Brosseau sur... par exemple, l'eau et les soins avec les malades psychotiques chroniques, qui était paru dans Vie sociale et traitement, et qui rappelait à la fois effectivement l'eau à la fois comme milieu régressif, enveloppant, porteur, alors là au sens physique du terme aussi. Donc on a du phorique à la fois symbolisant et du phorique physique. Et puis je vous ai rappelé, bien sûr, toute cette petite généalogie, Ferenczi, 1919, Roland, 1924 et Freud, 1927 et 1930, autour de la vie océane. Bon, la vie océane, c'est-à-dire ce qui est posé chez Ferenczi comme, il y aurait au départ des origines communes entre la vie du sujet, la vie de l'âme et la vie terrestre, la vie biologique au sens vaste du terme, par justement cette vie thalassale, cette vie océane, alors qui peut être pensée éventuellement du côté de la régression, mais qui peut être pensée du côté de simplement l'océanique, au sens de tiens, le sujet a depuis tout temps une capacité de plénitude, d'activation de la plénitude. Parce que le sentiment océanique, c'est les deux. C'est à la fois quelque chose qui nous tend vers éventuellement une difficulté à la séparation, une difficulté à l'abandonnique, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'active, parce que ce besoin d'unité, s'il n'est pas sublimé, de fait, il fait face au manque et à la réalité séparée du sujet. En revanche, s'il est sublimé, il y a un passage par la fonction symbolisante et il y a le fait de pouvoir atteindre, au contraire, quelque chose d'une sensation d'éternité, entre guillemets, ou en tout cas de plénitude, de sans frontières. Et donc, le but du jeu, c'est tout simplement d'aller activer et de voir comment on peut faire surgir cette appétence thalassale inaugurale du sujet. Juste là aussi, quelques éléments sur les questions de l'eau, avec justement des points qui renvoient à cet article. Aucune contre-indication psychiatrique n'a été retenue en dehors, bien sûr, d'états psychiatriques aigus. Donc, c'est pour des cas particuliers, mais il y a des effets maintenant assez bien objectivés sur l'anxiété, le morcellement psychotique. Voilà, le fait de s'habituer à un milieu, le fait de, en s'y plongeant régulièrement, le fait de déconditionner ou de conditionner des comportements par justement cette démarche-là. Les questions d'absence de gravité, les questions de pression hydrostatique, il y a beaucoup de travaux qui nous ont pas mal inspirés pour aller justement travailler ces prototypes, pour dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher sur la manière dont on peut aller solliciter la puissance et la douceur d'un milieu qui sont, dit l'article, à la hauteur de l'organisation défensive de la psychose. L'espace sous-marin joue un rôle de filtre pour le patient très vulnérable au stress lié à l'environnement. C'est l'effet anti-hyper-dopaminergique qui agit comme un neuroleptique. Oui, puisque vous êtes en sourdine de la sensorialité trop forte, le bruit, la lumière, les couleurs, et qui fait que vous avez, par exemple, aujourd'hui des applications de réalité virtuelle qui essayent de restituer cela. C'est-à-dire, vous n'allez pas dans l'eau, vous mettez le casque et vous avez le sentiment
de nager, et puis avec l'acoustique, d'être dans quelque chose. Alors après, c'est là où on peut venir créer un objet qui donne éventuellement le sentiment d'avoir une gravité qui n'est plus présente. Alors après, il y a toute la question, bien évidemment, de la faisabilité, des budgets, etc. Mais c'est une autre question, qui est une question absolument déterminante, mais qui ne doit pas entrer, en tout cas, dans le moment d'exploration. Le moment d'exploration, il voit et il cherche et il met en exergue. Paradoxe d'un milieu extrêmement mobilisateur et à la fois apaisant qui redonne vie à ce corps mort que le patient enfin habite. Donc c'est la question du corps retrouvé. C'est souvent d'ailleurs comme ça que c'est posé. Le patient psychotique vit mieux sous l'eau que sur terre. Donc ça nous a pas mal. On l'a fait dans un protocole dont je vais pas je vais pas vous en parler, mais on a utilisé justement ces enseignements de la fonction phorique entre guillemets et du milieu de l'eau aquatique pour essayer de voir comment on pouvait produire des contenances. Et puis là également, c'est plutôt tout le rôle, alors c'est tout petit mais c'est pas très très grave, donc c'est Molina et Jouan avec le rôle des flux sensoriels. Alors là l'article renvoie au début du développement, mais là aussi le but, ça en revanche on l'a utilisé pour le parcours sensoriel, verbalo-sensoriel, qui est un protocole qu'on va tester justement pour aller activer ces différents flux et voir comment ils pouvaient produire ou pas de la contenance. Alors, il distingue plusieurs flux, les flux gravitaires, donc qui correspondent d'abord aux forces de la pesanteur et qui vont influencer l'architecture de notre organisme, donc tout ce qui renvoie aux muscles, aux articulations, notre squelette, etc. Et qui fait que on va avoir des objets qui vont venir justement jouer avec ce corps. Les flux tactiles, donc tout ce qui est contact, et éventuellement présence d'un soignant ou d'objets autres pour produire ce type de pression. Tout ce qui est les flux olfactifs qui organisent, alors au départ, la recherche de nourriture chez les mammifères, mais qui vont éventuellement provoquer des réminiscences. Connaît la Madeleine proustienne, mais qui peuvent justement être utilisées. Et c'est clair que on a des odeurs qui peuvent apaiser, qui peuvent calmer, et notamment des odeurs liées à des environnements naturels. C'est quelque chose qui littéralement peut permettre une défocalisation assez forte, et la défocalisation est à inscrire dans la contenance, c'est-à-dire on se défocalise pour revenir vers une contenance, et puis les flux gustatifs, c'est-à-dire tout ce qui renvoie effectivement, et puis les flux auditifs, donc tout l'acoustique, on l'a vu, donc ça, l'article était assez bien documenté pour montrer, et puis bien sûr les flux visuels, donc le but étant justement, alors là, encore une fois, ça renvoie plus spécifiquement, bien évidemment, à la question du développement de l'enfant et du bébé et comment toute cette cartographie des flux organise la contenance primaire de l'enfant. Mais nous pouvons en tirer quelque chose parce que, et on voit très bien avec les travaux du CARE, de l'éthique du CARE, que ce qui correspond à l'enfant correspond à soit l'enfant éternel en chacun de nous, mais en l'occurrence, cette fonction phorique, on peut l'activer. Alors bien sûr avec des grammaires un peu différentes, mais malgré tout qui sont tout à fait opérationnelles au fil du temps, à l'âge adolescent, à l'âge adulte aussi, et à l'âge plus âgé. Ça fonctionne également tout à fait bien. Dernier point avant de passer à la présentation un peu de ce qu'on fait au GHU sur cette question de contenance, la notion d'attention qui, elle, est plus
qui s'ouvre sur les questions. Alors, d'abord là, avant l'enveloppe institutionnelle, les questions d'attention regroupent plusieurs composantes, donc tout ce qui renvoie à l'attention diffuse, maintien du niveau attentionnel de base, les attentions soutenues et puis les attentions sélectives. Donc, on fait varier comme ça les notions d'attention. On voit le recours à la réalité virtuelle et immersive, effectivement, qui sont tout à fait importants. Je vous ai mis une référence là de Freeman, qui a étudié 285 études menées ces 25 dernières années sur précisément les liens entre réalité virtuelle et santé mentale. Donc, pour voir un peu la pertinence de cela. Et également l'hôpital Bruckmann, qui a fait aussi une expérience assez importante à l'aide d'un dispositif de réalité virtuelle et qui permet à l'individu qui le porte d'expérimenter la désagrégation progressive de ses facultés d'orientation, de concentration et d'attention sous l'influence de la technologie numérique. Donc on voit aujourd'hui que ce qu'on appelle l'écologie de l'attention, les travaux d'écologie de l'attention travaillent sur les deux points, c'est-à-dire à la fois comme au contraire tout ce qui, alors notamment sur les questions d'addiction, etc., tout ce qui peut venir métaboliser et puis tout ce qui peut venir défocaliser, mais à chaque fois avec derrière une fonction de non-morcellement. Et le but étant, au contraire, de produire ce fameux principe d'individuation. Là encore, vous avez aussi, alors peut-être que vous avez ici une chambre ou une médiation snozélène, qui est apparue dans les années 70 et qui, justement, c'est un lieu, généralement une pièce ou des couloirs qui peuvent être, où vous pouvez vous blottir contre le mur ou attraper des choses, qui essayent justement qui peuvent être l'antécédent d'une chambre d'apaisement. Il y a beaucoup de médiations snozélènes qui existent aujourd'hui et qui sont ces salles de stimulation particulière sensorielle pour activer justement une contenance et une meilleure régulation tonico-émotionnelle ou un mieux-être psycho-corporel, un réinvestissement corporel, etc. Et nous, qui nous a fait proposer, j'en parlerai pas là, mais peut-être qu'on en parlera au fil du temps du séminaire, qui nous a fait proposer des choses assez, assez disruptives comme modèle contenant, c'est-à-dire utilisant la 3D, utilisant des objets, comment on appelle ça, des empreintes qui gardent la forme du corps, qu'on peut garder, etc., ou alors des projections de soi qu'on peut traduire comme si tout d'un coup on pouvait visualiser sa crise. Donc on est allé assez loin et les soignants au GHU on dit non, on ne va pas jusque-là. Donc c'est intéressant de voir aussi que ce sont des choses qui se construisent avec les équipes, mais si vous êtes intéressés, on aura à cœur de vous présenter ces dispositifs qui sont un tout petit peu plus transgressifs, peut-être un peu plus disruptifs, toujours dans le but de produire une contenance, mais par des passages plus plastiques, on va dire, mais qui utilisent beaucoup les techniques aussi d'aujourd'hui, de projection, de lumière, de son, de vouloir garder éventuellement la forme de sa crise comme un objet, etc., etc. Bon. Alors aujourd'hui, donc c'est les méthodes, de contention en psychiatrie. L'état de l'art, vous l'avez, c'est celui-là qui est aujourd'hui en ligne et vous pouvez vous y référer. Et surtout,
mon Dieu, le corriger, en tout cas voilà, nous emmener vers le tome 2 qui sortira bientôt. Donc aujourd'hui, nos questions de travail, c'est bien sûr qui s'inscrivent dans la révision du cadre juridique de la contention, l'article 84, mais comme on l'a dit, c'est toutes ces questions, clinique du bord, de la fonction alpha, de la contenance, de la réassurance, l'immersion sensorielle, technique de désescalade, les questions de théorie de l'attachement, etc. Malgré tout, de la clinique de l'aigu à celle de rétablissement, c'est-à-dire qu'on nous a demandé de réfléchir sur des protocoles qui sont soit en préventif, soit tout de suite post-crise, soit au long cours, en chronique, etc. Donc, malgré tout, il y avait comment on prototype cette contenance thérapeutique à différents stades d'une crise et du caractère plus ou moins aigu de cette crise ou de cette anxiété, etc. Quel est l'impact du design capacitaire pour les patients, pour les familles, mais pour aussi les équipes soignantes? Comment on va aller produire des indicateurs autour de cela. Quels indicateurs evidence-based medicine et humanities? Quels impacts, bien évidemment, sur les représentations mentales de la contention plus classique? Un dispositif contenant de moindres recours est-il en mesure de réduire ou pas le recours à la contention mécanique? Un ancrage institutionnel, qui est donc un pilotage GHU, auprès de la vice-présidence et de la ligne relation avec les usagers et prise en charge. Un comité pilotage qui est celui de isolement et contention. Une co-construction entre usagers, aidants, médecins, paramédicaux, direction, chercheurs, designers, tout ce petit monde-là, voilà. Ça renvoie à un axe du projet d'établissement, donc c'est un point très important au GHU, amélioration continue de la qualité de l'offre de soins et partenariat patient. Et là, voilà, contrairement à la contention mécanique, procédure d'exception justifiée par une situation clinique dans le cadre d'une démarche thérapeutique, etc., il n'existe aujourd'hui pas de protocole de contenance volontaire décidé par le patient, donc allons-y, essayons de tester. Et on le fait en parallèle des travaux qui sont engagés par ce comité, bien évidemment, qui nous avait précédé, isolement et contention, mais également avec le LABA, qui est le laboratoire de design intégré de Sainte-Anne, du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, et qui, lui, travaille plus spécifiquement sur la chambre d'isolement et sur un protocole acoustique. Et donc, par exemple, nous, on avait un protocole acoustique inséré dans notre objet contenant, on l'a pour l'instant dissocié pour permettre aussi à la chambre acoustique de faire, voilà, de tester son système bientôt aussi de son côté. Donc, on est vers ce point de un sujet se contenant. Le but, proposer une contenance volontaire qui transforme le rapport à la contention, impliquer les patients, bien sûr, et puis faire un outil de soins capacitaire. Une équipe de projet, 5 services qui sont dans la boucle pour tester justement et où dedans il y a eu une phase d'immersion et puis il y a eu une phase de co-construction expérimentale. Et là aujourd'hui on est dans la phase de prototypage et puis on va rentrer dans la phase POC et les terrains d'expérimentation là à partir comment dire, des semaines qui arrivent. Psychiatrie adulte, intra-extra, psychiatrie infanto-juvénile, les neuros, le service neuro et un service médico-social. 5 services, si ça fonctionne, 10, et puis si ça fonctionne, 130. Questions de travail, bon là aussi on ne va pas les poser, juste c'est inséré dans un protocole pour respecter je dirais tout ce qu'il faut, donc là en l'occurrence le cadrage c'est le protocole de recherche voilà, suivant, et puis bien évidemment les différents formulaires pour les questions de protection des données, voilà, les conventions tripartites qui sont posées pour respecter tout ça. Et puis, vous voyez comment ça s'est passé, hein, c'est au long cours, hein, ça dure 1 an par exemple,
soyons honnêtes, même ça dure plutôt 1 an et demi, toute cette phase de POC, puisqu'il y a d'abord une phase d'enrichissement du terrain, une phase d'enrichissement académique où les équipes c'est des doctorants, des post-doctorants, des chargés de mission, etc., qui partent, des designers, bien évidemment, en l'occurrence ici les Sismo, et qui, vous avez peut-être certains d'entre vous commencé à les connaître, et donc qui vont faire de l'observation, produire des entretiens, interagir avec les différentes équipes. Ensuite, on a des phases de co-création, les phases de proof of care et ensuite les phases de déploiement. Là, par exemple, vous voyez, on a eu une observation d'abord non participante, donc le shadowing, qui a enclenché entre 150 et 200 personnes. Et puis, en revanche, des entretiens purement dirigés, qualitatifs, etc., avec différents archétypes. Donc, il y avait une trentaine d'entretiens qualitatifs très poussés pour justement commencer à travailler aussi sur ces indicateurs, et puis la présence des usagers et de patients experts dans le process depuis aussi le départ, et des journées bien sûr d'immersion très importantes, hospitalisation complète, adultes, maison d'accueil, bref, ça c'est tous ceux qui sont dans la boucle. Les ateliers d'idéation, je passe. Je vous laisse juste, parce que je suis trop longue, mais j'ai bientôt terminé. Le parcours, par exemple, les réflexions, pourquoi on a choisi le parcours verbalo-sensoriel, qui est une sorte de parcours de diversion thérapeutique et de produire justement un système portatif à terme produisant une contenance, mais utilisant un parcours verbalo-sensoriel pour le mettre en place. Je cite un usager qui avait dit « Dès que je sens cette odeur, je prends une sorte de capsule spatio-temporelle en accès direct à l'enfance. » Et pour le coup, ça participe et j'aimerais bien avoir comme ça un peu une petite carte personnelle de sécurisation, de réassurance. Les médecins, si on avait les moyens de savoir ce qui serait le plus apaisant pour le patient, si on avait la gamme, donc c'est ça aussi qui nous a dit, tiens, il faut qu'on aille travailler sur quelque chose où le patient est actif et il dit je veux un petit peu de ci, je veux un petit peu de ça, et il construit sa gamme justement sa gamme verbalo-sensorielle. Donc ça a donné lieu, c'est ça qui va être en l'occurrence testé. Le patient se contient par la réception de stimuli apaisants. Donc il y a une carte, il y a des jeux donc où on a un petit objet, vous voyez, qui est ce petit sorte de livre que le patient va pouvoir garder avec lui comme une petite bibliothèque interne de stimuli où il y a à la fois des goûts, des odeurs, des touchers particuliers, des mots, etc., qu'on a construits et qui, bien évidemment, peuvent être régulièrement changés, réactivés, une espèce de bibliothèque qu'on peut activer pour essayer et qu'il emporte avec lui, avec lequel il peut être à l'intérieur ou chez lui. On va tester pour voir si ça fonctionne, comment on peut améliorer cela. Et puis, un autre point qui était l'immersion plus classique. Le patient peut connaître la sensation d'une immersion réconfortante par le biais d'une contenance physique. C'était une demande de travailler un objet de contenance physique. Un truc qui, je cite un cadre, un truc qui permettrait à un moment donné de faire abstraction de tout mon environnement. Bon, un fauteuil qui peut se régler dans une position demi-allongée, etc., qui peut être lui également pas fixé, puisqu'on avait au départ, je vais vous montrer un process qui était dans les airs, avec un système de balancier. Alors ça, c'est ce qu'on va... Le proto n'est pas terminé encore, mais il est sur le chemin. Donc c'est une sorte de... Alors on va dire c'est une sorte de hamac, mais non, puisque aujourd'hui, les soignants ne veulent pas qu'il soit accroché parce qu'ils veulent quelque chose qui puisse se porter dans différents endroits. Donc c'est plutôt une bascule en dessous, qui est une bascule avant, derrière, mais surtout sur le côté, et où on enveloppe littéralement avec une pression assez forte,
où le patient lui-même peut non pas se sangler, mais produire des liens particuliers. On avait des écoutes normalement au niveau du son. Pour l'instant, on les a enlevés pour justement permettre à la chambre acoustique aussi de voir si c'est plus opérationnel. Mais c'est ça qu'on va tester. Et là, on est sur des réflexions de... comment ça s'appelle, de textile, de matière, de voir de poids de cette matière. Est-ce qu'on peut mettre des billes de plomb pour que ce soit beaucoup plus lourd? Bon, bref, quantité de choses. On va faire le proof of care et vous voyez, tout l'enjeu du proof of care, c'est de sortir des données. Donc des données pour faire de l'evidence-based. Et donc, résultat, on va aller évaluer à l'aide des indicateurs les échelles, donc de échelle de cotation psychiatrique brève. Donc voilà, on va aller voir là-dessus. Les échelles de comment ça s'appelle, de tout ce qui renvoie à l'empowerment individuel. Qui est le rétablissement, en gros, le recovery en santé mentale. Les échelles qu'on connaît plus souvent sur la qualité de vie des patients, bon, qu'on connaît bien, mais il s'agit aussi d'aller là-dessus. Et puis, les échelles de la Haute Autorité de Santé, là aussi, mais qui renvoient plutôt aux qualités de vie des soignants. Donc, en gros, l'enjeu avec ces proof of care, c'est d'essayer de produire des indicateurs, un indicateur composite qui va se nourrir d'échelles et d'indicateurs préexistants qui ont déjà montré leur robustesse pour justement essayer de dire que ça fonctionne. Voilà, et demain, on a déjà, bien sûr, la continuité des articles publiés. Il y en a certains qui sont sortis, d'autres qui vont sortir, et surtout, on candidate, on fait des appels à projets. C'est la CNSA qui avait financé ce projet, donc on va aller rendre compte des premières pistes et surtout obtenir des budgets complémentaires pour tester les protos, non pas simplement dans 5 services demain, mais plus, et voir peut-être, puisqu'on a élaboré 7 réflexions de prototypes et qu'on va seulement pour l'instant en tester 2 dans 5 services. Voilà, pardonnez-moi, j'ai été un tout petit peu longue, mais voilà, et puis je vous remercie.